Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo, comme chaque jeudi, toute l'actu tech de la semaine. Et cette semaine, vous allez voir, c'est pas mal. Tout d'abord, bien entendu, nous allons revenir sur les annonces Apple. Apple, les MacBook Pro sont annoncés, on les attendait, et bien ça y est, on sait à quelle sauce on va être mangé. Pierre Fontaine, notre spécialiste, va tout nous expliquer. Quelle grosse semaine décidément, puisqu'il y avait également une keynote Google avec des précisions sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Et pour ça, c'est Nicolas Lelouch que nous retrouverons tout à l'heure. Séquence cybersécurité avec notre consultant Benoît Grunembahl. Nous allons parler d'un truc de fou, les deep voice, des escroqueries par la voix. Enfin, on terminera sur une bonne note, une appli bonne pour la planète et aussi bonne pour notre vie quotidienne. C'est Believe qui permet de digitaliser, dématérialiser les tickets de magasins. Et vous allez voir que oui, eh bien, c'est bon pour l'environnement, en plus d'être pratique pour nous. Voilà, c'est 01 Hebdo, je suis ravi d'être avec vous, c'est parti. Cela ne vous aura pas échappé, évidemment, d'habitude nous sommes deux ici même, avec mon camarade François Sorel, qui exceptionnellement n'est pas là, il m'a donc laissé la boutique. Vous le retrouverez, pas plus tard que ce soir d'ailleurs, sur BFM Business, comme tous les soirs pour Tech & Co, mais un Tech & Co délocalisé à Lille, ce qui explique son absence d'aujourd'hui. Mais malgré tout, on vous a concocté avec toute l'équipe une très belle émission et on commence tout de suite avec l'actu. Et pour l'actu, alors attention, parce que là, nous avons convoqué nos deux experts, la crème de la rédaction de 01net. Pierre Fontaine, tout d'abord. Salut Pierre. Salut. Ça va ? Monsieur Apple, qui nous parlera des annonces Apple tout à l'heure. Et Nicolas Lelouch. Salut Jérôme. Salut Nico. Monsieur Smartphone, entre autres choses. Vous avez tous les deux d'ailleurs plein de casquettes, mais là, on est vraiment en plus dans le cœur de vos spécialités. Bon, et comme je suis tellement heureux de vous retrouver et de vous avoir aujourd'hui, je vous ai préparé un petit cadeau. Ah, ouais, si vous voulez, je vous emmène. Fallait pas. Je vous emmène faire un petit voyage. ah, tu nous as pas emmenés. Ah d'accord, ok. Oui, enfin bref, je vais vous raconter mon voyage. Mais moi, j'ai pas fait ma valise. En fait, tu vas nous raconter tes vacances, c'est ça ton cadeau. Alors, c'était pas des vacances, mais vous allez voir, on va se dépayser un petit peu. Je vous emmène à Dubaï, puisque oui, en effet, écoute, je viens de rentrer, en fait, et j'étais à un salon qui s'appelle le GITEX à Dubaï. Alors, Dubaï, Émirats Arabes Unis, on campe le décor, cette magnifique tour Burj Khalifa qui fait 800 mètres de haut, c'est complètement dingue. C'est une ville très high-tech, Dubaï, et depuis 25 ans, elle accueille ce salon qui s'appelle GITEX. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? Il faut bien avouer que c'est très orienté B2B. Il y a beaucoup d'entreprises, on retrouve des grands noms, Huawei, Cisco, pas tous d'ailleurs, j'ai pas vu Samsung, j'ai pas vu Apple, c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre. J'adore les salons pourtant d'habitude. Mais il y a des trucs sympas, comme par exemple ça, c'est un docteur robot. Alors c'est peut-être le docteur qui vous accueillera prochainement pour des consultations médicales. Évidemment, en général, quand on dit ça, tout le monde fait « Ah, quelle horreur !» Bon, rassurez-vous, c'est plutôt un concept plus qu'autre chose. Mais c'est intéressant parce qu'on parlait de réalité virtuelle, réalité augmentée, il y avait pas mal de choses, téléprésence aussi, métaverse. On commence déjà à parler de métaverse sur les salons high-tech. Tiens, regardez ça, c'est un stand coréen qui s'annonçait clairement prêt pour la métaverse en 5G. Et puis, évidemment, mobilité avec des voitures du futur. Et puis, on termine par, ça c'est spécial dédicace pour Pierre, je ne sais pas si on va le revoir. J'ai vu les Macs, j'ai failli pleurer, merci. Voilà, des Macs et des Macintosh. Il y a la French Tech aussi, oui, en effet. Et puis, il y avait une exposition de vieux Macintosh, c'était très sympa. Voilà, bon, c'était juste une petite carte postale pour vous parler de ce salon de GITEX qui, mine de rien, est intéressant. Il y avait 40 entreprises françaises sur place. Plus de 40 startups qui vont là-bas pour essayer de trouver des financiers, des partenaires, des développements. Il y a pas mal d'argent à Dubaï, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Bizarrement, oui. Voilà, donc il y a du business à faire et les Français l'ont bien compris, comme d'autres d'ailleurs, les Italiens aussi notamment. Donc voilà. On va passer aux choses sérieuses, j'allais dire. Nous allons donc passer à ces annonces qui ont rythmé la semaine. Eh bien, lundi, c'était Apple, mardi, c'était Google. Il y a même eu des choses encore les jours suivants. On en parlera peut-être un petit peu, Nicolas. Je vous propose qu'on commence par Apple.
Allons-y. Moi, Avec, je suis là pour ça, Tu donc es là ça me pour va. ça, donc voilà. Et puis en plus, on a du temps, les amis, donc on va y aller. Bon, alors c'est MacBook Pro, enfin que MacBook Pro d'ailleurs, Oui, que MacBook mais Pro, deux oui. versions. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir qu'ils sont deux déjà, c'est une première information. C'est Que vrai. c'est un, il y Mais a on un n'est pas for- obligé de les acheter par paire, on est d'accord. Si, pas- oui, pas ça c'est comme les obligatoire en chaussures. revanche. Voilà. Ah, c'est comme les chaussures. Et c'est ça, oui. Enfin, sauf à Dubaï, on les achète par paire, les ordi. Hein. Ah oui, on n'est pas à Dubaï, hein. désolé de te rappeler, il pleut dehors. Donc on a effectivement deux modèles qui ont été introduits. Un 14 pouces qui est un format complètement nouveau, parce que jusqu'à présent on était sur du 13 ou 13,3 on va dire, Ouais. pouces. Et puis un 16 pouces qui est nouveau aussi, parce qu'on est sur du 16,2 pouces, donc un peu plus grand. Donc c'est, en fait, tu dis qu'il y a deux annonces, en fait il y avait 4 annonces, parce qu'il y avait deux ordinateurs et deux puces Oui. qui vont les animer. Ouais. Et ce sont, je pense, C'est presque finalement, ça la star du spectacle. ouais, finalement, les MacBook Pro sont super intéressants, sont super enthousiasmants parce qu'ils corrigent plein de problèmes. Alors après, on va avoir un débat peut-être si on l'encoche, mais effectivement, il y a eu ces deux machines qui sont une remise au goût du jour des ultra portables et portables Ouais. professionnels d'Apple, avec un design qui évolue un petit peu, mais Ça pas de rappelle un peu celui du tout premier MacBook. tout à fait, il y a, C'est fou, ça, hein. il y a un peu un retour avec un couvercle du capot, enfin le capot Ouais. de l'écran un peu plus épais. Moi, je trouve ça plutôt joli, mais Ouais. bon, il faudra voir à l'usage évidemment. Et surtout, retour de la connectique. Alors, si vous êtes en train de ressortir vos clés USB-A, désolé pour vous, c'est pas possible. Hein. Non, Alors, pas exagérer non on plus. va pas retourner, voilà. Mais effectivement, Quand même. on a plus de ports Thunderbolt au format USB-C. On a du HDMI qui arrive, enfin qui revient, et c'est plutôt une bonne chose parce que mine de rien, alors ça pouvait oui. poser problème pour les Donc, professionnels. il y en a marre, les dongles dans tous les sens. Voilà. 75 € le dongle HDMI. Et puis, il y a le retour aussi de la carte SDXC. Donc, ça veut dire que les photographes, par exemple, qui Exactement. filment et veulent transférer leurs photos, ils n'ont plus besoin de sortir un dongle. C'est tellement beaucoup plus évident. simple. Mais c'est marrant parce que Tim Cook a dit oui, alors on s'est aperçu que nos utilisateurs aimaient bien les connecteurs. C'est-à-dire que pendant des années, ils les ont privés de connecteurs quand même. Des années seulement depuis 2016. Ouais, bien sûr. Non, effectivement. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que chaque année, quand on rencontrait les équipes d'Apple et qu'on leur parlait, ils disaient alors, vous pensez quoi du produit? Les dongles, les gars, quoi. Ah. Moi, j'ai un portable qui fait 1,3 kg, super, mais j'ai 6 kg de dongle derrière, donc c'est un peu problématique. Et puis, ça facilite pas les usages, on l'a oublié, on peut pas faire certaines choses. Donc, On voilà. aurait pu Et donc, repasser ils ont entendu. Ce ils ont- même là avec le type qui éclate de rire pendant 2 heures Oui. sur l'histoire des dongles. Ouais. Donc voilà, effectivement, il y a ce retour-là. Et puis il y a aussi, autre retour intéressant, il y a le retour du MagSafe. Pour ceux qui n'aiment pas voir voler leur Mac quand ils se prennent les pieds Quand dans il y le a le câble. chat qui passe ou les quand enfants. Alors c'est un gros chat quand même. Ouais, un gros chat. Non, mais quand on se lève un petit peu pressé parce que quelqu'un sonne à la porte, etc., on se prend les pieds et puis là on voit son Mac qui Ouah, je vole. Voilà, ça normalement ça devrait être fini avec le MagSafe 3 Voilà, qui puisque c'était revient. monté et tac, ça se Voilà. sépare immédiatement. Et vu qu'on parle du MagSafe, on va parler de la recharge rapide rapidement. Ouais. Il y a- Mais pardon, sur la recharge, alors, moi je m'étais quand même bien habitué à la recharge USB-C qui est compatible avec les autres appareils. je suis complètement d'accord. Ça marche de tous les côtés de l'ordi, un coup à Peut-être droite, qu'ils auraient un dû coup à mettre un gauche. dongle. Non, mais maintenant qu'on s'est bien habitué à l'USB-C et que Non, moi j'étais Toujours désintoxiqué du Il MagSafe. est toujours possible, l'USB-C. Si, la recharge en Et USB-C voilà, est toujours c'est là où je voulais possible. en venir, La c'est recharge toujours en possible. USB-C est toujours possible. En fait, le boîtier qu'on achète, on peut lui mettre ce qu'on veut au bout. Donc c'est tout à fait possible de dire je vais mettre un câble USB-C vers USB-C. Mais effectivement, ils ont réintroduit le MagSafe pour ceux qui donc ne veulent pas voir voler leur appareil. Et ce qui est intéressant, c'est que alors j'allais dire sur tous, non. À partir d'une certaine taille de chargeur, en fait, on a une recharge rapide Ouais. qui permet d'avoir 50% de batterie en 30 minutes, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Il faut un chargeur spécial. Mais il faut, en fait, le modèle de base qui est livré avec le premier modèle de MacBook 16 pouces, enfin 13 et 16 pouces, Ouais. pardon, 14 et 16 pouces, je vais y arriver, ne le permet pas. Voilà, en fait, il faut payer une option 20 € en plus pour avoir un chargeur suffisamment puissant D'accord. pour en bénéficier. C'est comme les voitures électriques. Tu veux une recharge rapide, Ouais, c'est 11 kWh, enfin, Ça vous fera 1000 € de plus. j'arrive à comprendre qu'on veuille mettre un chargeur pas trop puissant parce que la machine n'en a pas forcément besoin.
Néanmoins, limiter cette fonction-là à un type de chargeur qui demande de payer un peu plus, c'est peut-être un petit peu déplacé de la part d'Apple qui, par ailleurs, fait des marges assez intéressantes. Surtout à 20 €. Voilà. Disons que l'option à 20 € sur un ordinateur à 2200 €, on sent qu'ils auraient peut-être pu s'en passer. C'est un petit peu... On sent qu'ils disent... Est-ce que ce ne serait pas pour gérer une certaine pénurie de composants ou je ne sais pas quoi? Non, franchement, je ne pense pas. Limiter le truc? Non, enfin, on ne sait jamais. Je ne suis pas dans la chaîne de production d'Apple, donc peut-être que tu as raison. Mais non, je pense que c'est juste un moyen de faire un petit peu différentiel et puis dire, allez, 20 €, c'est rien. Mais quand on a 20 € fois X, ça devient intéressant quand même. Donc, j'ai l'ordi avec mamie qui arrive, je te l'offre, le chargeur rapide. Je préférerais payer le chargeur. Donc voilà, donc c'est effectivement... Et alors les processeurs, tu disais les processeurs, c'est quand même ça le gros... Oui, là, il y a, enfin, si on veut quand même, avant de passer au processeur, il y a aussi la dalle qui change. Donc, outre la taille qu'on a déjà abordée, il y a cette nouvelle techno dans les Mac, qui est la technologie mini LED qu'on a déjà vu apparaître d'abord dans les iPad Pro et qui donc là arrive sur les Mac et qui permet en fait déjà des pics de luminosité beaucoup plus importants. Donc c'est une dalle qui est compatible HDR, donc ça c'est intéressant, avec des pics de luminosité à 1600 nits ou candela par mètre carré, ou vous prenez l'unité que vous voulez, c'est la même chose. Donc ça c'est pas mal pour les professionnels, parce qu'on rappelle que c'est des machines professionnelles. Et puis il y a aussi un taux de rafraîchissement, alors c'est la technologie ProMotion, c'est l'estampille qu'ils ont mis chez Apple, qui permet de faire varier la fréquence de rafraîchissement de la dalle de 24 Hz à 120 Hz. Qui a fait son apparition sur l'iPhone 13. Qui a fait son apparition sur l'iPhone 13 en septembre. Alors sauf que c'est pas la même technodalle vu que c'est de l'OLED et donc on n'a pas la même fourchette de vitesse de rafraîchissement parce que c'est du 10 Hz au plus bas sur les iPhones. Donc voilà, c'est là sur les Mac c'est de 24 à 120, c'est pas les mêmes usages, c'est pas la même techno derrière, mais donc ça permet effectivement d'avoir plus de fluidité dans certains cas, mais sachant que pour les professionnels, s'ils veulent un rafraîchissement à 60 Hz par exemple ou à 59 ou peu importe, il y a des réglages qui sont préétablis et qu'on peut choisir en disant je les active. Tu les as eu entre les mains ou pas encore? Bah non. Non. Hein. Ah non. Bah non. Ah non. Pas encore, bien sûr. J'aimerais, mais non. Donc voilà, donc ça pour la dalle. Et si on veut parler de la dalle rapidement, donc il y a cette diagonale de 16,2 pouces. Et qui est en fait une diagonale de 16 pouces parce qu'il y a cette petite encoche. Ah oui, il y a une petite encoche dans laquelle est placée la caméra Alléluia qui est 1080p enfin, et puis deux autres petits capteurs. Et en fait, cette encoche, elle va devoir être masquée quand on met par exemple une application en plein écran, ce qui fait qu'on a une bande noire qui masque l'encoche. Et on perd de la surface. On perd de la surface. Dans ce cas-là, on a une diagonale de 16 pouces. Donc on perd sans en perdre, mais voilà. Effectivement, d'un point de vue ergonomique, il y aura peut-être des choses il faudra voir à l'usage si c'est gênant. Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas eu en main. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'Apple n'a pas réussi à mettre ces petites caméras, ces petits modules caméra et autres dans une tranche, enfin une bordure un peu plus fine. Parce qu'effectivement, les bordures sont beaucoup plus fines qu'avant, même si elles ne disparaissent pas autant que sur un XPS 13 par exemple. Nicolas, ce notch, c'est une erreur de style. C'est un sujet très touchy pour moi, l'encoche. Non, on en a beaucoup rigolé avec Pierre, c'est pour ça qu'on s'amuse. Je suis très partagé sur cette caractéristique. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer. C'était pas tellement nécessaire de partir sur une encoche parce que sur iPhone, l'encoche, elle accompagne une fonction qui est la reconnaissance faciale. Et là, il n'y a pas la fonction de reconnaissance faciale. Donc pourquoi faire la même chose? Ils auraient pu certainement faire plus petit s'ils l'avaient voulu, voire conserver une bordure peut-être un petit peu plus large. Je ne sais pas comment implémenter cette caméra. Que techniquement, on aurait pu l'insérer dans une bordure. On a des exemples. Derrière l'écran, je crois que c'est pas possible de toute façon avec le mini LED. Dans tous les cas, il aurait fallu l'OLED. Mais même dans cette hypothèse de caméra plus petite, on voit que des constructeurs comme Huawei, par exemple, ont lancé des ordinateurs portables avec de toutes petites caméras. Le 14S notamment, là, le tout nouveau qui a été annoncé, il a cette caméra qui est dans la bordure. Alors la bordure est un poil plus épaisse peut-être, mais en fait... Alors moi je suis un peu plus partagé que Nico, c'est pour ça qu'on va peut-être pas y passer des heures. Parce que néanmoins cette encoche permet quand même d'avoir un gain certes minime en surface, parce qu'on a le menu Finder qu'on retrouve en haut et qui mine de rien ne fait pas redescendre l'interface quand on est en plein écran et qu'on veut l'activer. Donc on gagne quand même de la surface d'affichage.
Certes, c'est décevant qu'Apple n'ait pas trouvé une astuce technologique pour cacher ses caméras dans une bordure plus fine. Et bon, donc Apple n'est pas parfait. Voilà. Évidemment, non, mais moi, juste un truc que je trouve dommage, c'est qu'ils ne vont pas faire un seul coup d'encoche et l'année prochaine l'enlever parce qu'ils ont trouvé une solution magique. Eh bien, on sait comment fonctionne Apple, on l'a vu avec la Touch Bar qu'ils ont aussi retiré cette fois-ci. Ouais. Quand ils font quelque chose qui n'est pas aimé par tout le monde, ils mettent du temps à l'enlever. Et là, je crains qu'on ait un renouvellement de tous les Macs pendant 4-5 ans avec cette encoche et que finalement, dans 4-5 ans, ça finisse par disparaître. Et quand on s'y sera habitué et qu'ils la supprimeront, on se dira « Oh zut !» Peut-être, hein, on dira c'était quand même beaucoup mieux quand il y avait un truc au milieu de l'écran qui gâchait ma vue. Alors, il faut qu'on passe à Google très vite sur les donc en fait, les processeurs, c'est une évolution des Macs qui ont été introduits l'année dernière avec les MacBook Pro 13 pouces, les MacBook Air, le Mac Mini et un peu plus tard ensuite l'iMac. Donc c'est une évolution de cette plateforme, sauf que ils ont un peu sorti les muscles avec... en fait, ils ont refondu complètement l'architecture de la puce. Donc c'est vraiment différent du premier M1. Oui. Il y a alors déjà d'une part la gestion CPU/GPU qui est c'est toujours un SoC. C'est toujours tout est mis dans un seul die en fait. Donc c'est toujours le même principe. Mais ils ont revu l'architecture notamment pour augmenter de manière impressionnante la bande passante mémoire, parce que c'est de la mémoire partagée. Et en fait, c'est ça qui va permettre des gains de performance complètement dingues. Parce qu'en fait, dans une architecture classique, la mémoire, il y a des besoins de faire transiter des informations par la mémoire entre le CPU et le GPU. Et vu que là, le GPU et le CPU se partagent la même mémoire, il y a des vrais gains de performance. Ouais. Et le fait d'avoir une bande passante complètement folle, parce qu'on a quand même 200 ou 400 gigaoctets par seconde. Grosso modo, on flirte avec les 400 gigaoctets, on flirte avec ce qui se fait dans les cartes graphiques très haut de gamme. Wow. Donc, on a une machine qui potentiellement peut un petit peu décoiffer. Voilà. Mais est-ce que ça a été testé ? Est-ce qu'on a assez de recul ? Mais tout ça pour dire que... Parce que moi, je me méfie des innovations comme ça qui arrivent comme ça en quelques années. Donc tout ça pour dire, donc, sur le M1 Pro, on a 8 cœurs CPU ou 14 GPU ou 10 et 16, avec un plafond en mémoire vive qui est fixé maintenant à 32 contre 16 sur le M1. Et puis sur le Max, donc sur la version un petit peu plus velue encore, on a la même base CPU, c'est juste le GPU qui est plus musclé, on monte jusqu'à 32 cœurs. Donc ça risque d'être très très puissant. Ça marque une étape quand même. Très bien. Merci beaucoup Pierre. Évidemment, encore plein de choses à dire. On peut retrouver tous les détails. Il y a beaucoup de choses. On aurait pu parler des AirPods de 3e génération. Mais ça sera pour une autre occasion. Voilà. Et puis tout est à retrouver bien entendu sur 01net.com. Parce qu'il faut quand même qu'on garde de la place. Je vous l'ai dit pour le deuxième gros morceau de la semaine. C'était donc le lendemain, mardi, les annonces Google. C'est Pixel 6 Pro qu'on connaissait déjà en fait. Quand même, on les connaît depuis longtemps. Parce que je crois qu'ils ont fuité en mars. Le design avait fuité en mars. Et cet été, Google avait confirmé les caractéristiques de l'appareil. C'est pas la même communication. C'est pas Google, Apple, ils jouent pas du tout au même jeu du culte du secret. Ça, ils n'ont pas la même vision du truc. Les deux produits sont là. Je vous les ai emmenés. On a le Pro dans ma main droite, donc à votre gauche, et le Pixel 6 normal ici. C'est les deux coloris qui seront disponibles en France. D'ailleurs, c'est un petit peu une première déception avec Google, c'est que le Pro ne sera disponible qu'en noir, alors que le 6 sera soit en blanc-vert, soit en noir. C'est noir ou c'est gris ? Ils appellent ça noir carbone, mais je dis mal à voir pourquoi c'est noir. C'est exactement la couleur de ma voiture. Je peux c'est assorti. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Et c'est comme ça qu'il est parti avec un téléphone. Comment je me suis fait voler mon Pixel 6 Pro ? Écoute, c'est exactement la même couleur. Il va très bien. Je suis content de voir que tu as un téléphone qui va être assorti à ta voiture, qui m'a l'air d'être un bon téléphone. Et c'est quand même le truc qui a souligné. Déjà, c'est une évolution majeure dans la stratégie de Google qui, depuis 2016 avec les Pixels, fait pas comme les autres. Leur marque de fabrique, c'est d'aller nous sortir des téléphones qui finalement ressemblent aux autres Pixels mais ne ressemblent pas à la concurrence. Les Pixels, ils ont toujours été tout petits, ils ont toujours été pas forcément les mieux équipés d'un point de vue caractéristique technique, et les geeks les adorent, les fans de Google les adorent, la presse spécialisée les adore, mais en termes de vente, ça décolle pas. Tout le monde s'en fout des Pixels. Des messages. Voilà. C'est pas grave. Merci beaucoup, Jérôme, de me faire interprète comme ça. Pardon. Tout ça pour dire que ce qui change cette année avec les Pixels, c'est qu'ils ressemblent aux autres. Et je trouve ça étonnant parce que ça ne ressemble pas forcément à ce que fait Google habituellement, mais ça veut aussi dire qu'il y a une vraie prise de conscience de leur côté du fait que s'ils veulent s'imposer sur le marché du smartphone, ils ne peuvent pas faire des téléphones minuscules qui ne parlent qu'à un tout petit bout de la population. Il faut faire des trucs qui ressemblent à du Samsung, qui ressemblent à du Oppo, qui ressemblent à du Xiaomi, et là on y est. Pardon, mais
pardon, mais la barre Oui, appareil et alors photo, ça, c'est la particularité. La barre appareil photo, elle est particulière. Après, moi, franchement, c'est pas du tout un point négatif. Je trouve que ça donne plutôt du charme au téléphone. Ça lui permet, quand il est sur une table, de pas chavirer dans tous les sens comme d'autres téléphones. La plupart des gens l'utiliseront avec une coque, et tant mieux, parce que le matériau utilisé, là, il est absolument dégueulasse. Hein. Je suis désolé, mais je vois pas d'autres mots. Ça prend les empreintes comme J'adore pas Nico, possible. Non, mais ça prend les empreintes, ça glisse. Si vous vous lavez les mains, vous l'attrapez, vous avez l'impression que vos mains sont sales juste après. Il faut vraiment une coque sur ces produits. Je sais pas pourquoi Google n'a pas fait un matériau mat comme tout le monde, parce que ça n'a vraiment aucun sens d'utiliser. Quand tu le sors de la boîte, c'est très beau. C'est beau, mais après, bon, voilà, là-dessus, c'est moyen. Mais sur ces produits, pour revenir à la stratégie, on est sur des tarifs qui sont hyper intéressants pour ce que c'est. On est sur du 649 € sur le Pixel 6 et 899 € sur le Pixel 6 Pro. Sauf que ces produits, ils ont sur le papier tout ce qu'un Galaxy à plus de 1000 € a. À savoir, là, sur le Pro, un zoom périscopique, un capteur de 50 mégapixels, un processeur haut de gamme qui est développé par Google. C'est une première, hein, on n'est plus sur les puces Snapdragon. C'est le Tensor qui a été développé par Google, qui, soi-disant, on a du mal à savoir exactement ce qu'est cette puce, hein, on va pas se mentir, parce qu'eux disent qu'ils ont développé tout le truc en interne, sauf que des gens disent qu'en fait, ils sont basés sur les processeurs Exynos de Samsung. On ne peut pas trop savoir exactement où est le truc. En tout cas, à terme, Google va prendre complètement son indépendance, mais là, c'est le début. C'est une puce haut de gamme, ce qui leur permet donc de monter en puissance par rapport au précédent modèle. On a un écran incurvé sur le premier, un écran plat sur l'autre. Dans les deux cas, c'est de l'OLED, c'est ultra lumineux. Enfin, franchement, ils ont vraiment fait des efforts. Ils n'étaient jamais allés sur les capteurs d'empreinte sous l'écran. Là, on a un capteur d'empreinte sous l'écran et il marche super bien. Hein. Je suis assez étonné dans mes premiers tests par la rapidité de tout ça. On a un produit qui est monté en gamme brusquement, et qui, si Google arrive à suivre d'un point de vue inventaire, parce que ça a toujours été un des défauts des Pixels, va potentiellement gagner énormément de parts de marché et venir concurrencer les acteurs chinois. Nico, au-delà de l'aspect hardware pur, en termes de fonction, il y a des choses sympas. Ils ont été bons dès le premier modèle sur la photo notamment. Oui, alors. Il y a du nouveau sur la photo. Un truc à prendre en compte, c'est qu'au moment où on discute, je n'ai pas le droit de vous donner les résultats de mes tests. Parce qu'on a signé un contrat avec Google sur le prêt et tous les tests sortiront en début de semaine prochaine. Ça, c'est public. Donc, je ne peux pas vraiment rentrer en détail. Du coup, je ne vais pas vous dire que l'appareil photo est très bon, mais je vais vous dire qu'il n'est pas mauvais. Ouais. Comme ça, on répond un peu inversement. Mais il fait des choses Il fait des choses que... C'est aussi la force... Non, mais il n'y a pas une histoire de style magique, exactement. La force des Pixels, ça a toujours été cette capacité à ajouter une petite dose de magie dans les smartphones à travers le logiciel. Ouais, et là, en fait, ce qu'on a, ça va concerner à la fois la photo et la traduction. C'est les deux gros points d'intérêt qui ont été ciblés par Google. Sur la photo, par exemple, il y a la gomme magique que je trouve géniale. Par exemple, là, je te prends en photo. J'ai pas envie que tu aies une tablette, un téléphone sur l'écran. À côté, il y a François. Il peut y avoir François. Voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, mais d'habitude, il y a François. Eh bien, Google va automatiquement reconnaître François et te reconnaître et vont me proposer d'éliminer un des deux. Donc, je touche et tu vas être éliminé. Si et là, Staline avait eu ça. On peut faire ça avec tout. C'est-à-dire que là, si je veux éliminer ton téléphone, j'entoure ton téléphone sur la photo et en 1 ou 2 secondes, il va disparaître. Et ça, c'est fort parce qu'aujourd'hui, on a des. Et ça, on va dire, certains diront ça existe. Sauf que je fais régulièrement des suppressions de personnes sur Photoshop. Je peux vous dire que déjà, le temps de trouver la fonction, il faut 1 minute, mais surtout qu'il y a plein d'erreurs. Il va falloir utiliser le pinceau pour compenser soi-même. Là, c'est quand même bluffant pour un truc qui est fait en 2 secondes sur un téléphone. Il y a d'autres fonctions comme des effets de mouvement qui vont utiliser en fait la longue exposition pour simuler le mouvement des personnes, des objets derrière vous, des voitures par exemple, tout en vous gardant statique pour faire un portrait ultra amélioré, un portrait de la mort. Ça marche plutôt bien aussi. C'est ça qui est bluffant avec Google. J'ai hâte de vous montrer un peu nos premiers résultats là-dessus. Ils ont retravaillé leur algorithme pour mieux prendre en compte les personnes de couleur. Ça, on n'y pense pas forcément, nous, mais sauf que c'est un problème qu'on remarque particulièrement chez les smartphones des constructeurs chinois mais il y avait qui ont déjà tendance à complètement rater la mise au point là-dessus et c'est très, très problématique. Donc là-dessus, sur la photo, ils ont fait énormément d'efforts. Et après, sur la traduction, en fait, on a plein de fonctions qui sont dispo normalement qu'en anglais, qui arrivent en français. C'est très beau ce qu'on voit derrière. Voilà. Bon, il y a des exemples de photos. Je me suis retourné pour voir de quoi en parler parce que c'est derrière moi, donc c'est pas forcément facile. Mais pour revenir sur les fonctions linguistiques, il y a une fonction qui est dispo depuis 2 ans, je crois, aux États-Unis, qui s'appelle Live Caption, donc sous-titres instantanés, qui permet en fait pour n'importe quelle vidéo d'avoir des sous-titres pour un jeu, pour un appel vidéo, et ça permet pour les personnes malentendantes de savoir ce qu'il se passe. Cette fonction,
elle parle français maintenant, donc on va pouvoir avoir des sous-titres Yes. de tout ce qui se passe en français, mais surtout elle peut supporter la traduction instantanée. Et ça aussi c'est bluffant, parce que vous regardez je sais pas pourquoi, vous avez envie de regarder une émission en japonais et vous avez les sous-titres en français en direct, peu importe Non, mais la il y a plein plateforme de vidéos utilisée. sur YouTube. Ça marche sur YouTube aussi. Ça marche Oui, bien sûr, forcément. surtout absolument tout ce qui passe par les haut-parleurs du téléphone. D'accord. Donc, il va y avoir ça, il va y avoir des fonctions de traduction instantanée dans les messages. Et aussi, moi j'adore le dictaphone de Google, que les Américains l'ont depuis 2 ans. J'ai envie, là j'essaye un petit peu depuis quelques jours. Je peux vous dire que c'est sympa. Enfin, c'est comme si on enregistrait toute cette émission, tout le texte était analysé. scripté. Et si je recherche par exemple le moment où tu as parlé de Dubaï, je cherche Dubaï et je vais avoir l'extrait même du moment où tu l'as prononcé. Ouais. Non, mais ça, Personne d'autre ne c'est- fait ça. c'est Et génial. en soi, ce qui est dommage, c'est que ça, ils pourraient le faire sur tout l'univers Android, mais qui commence par les pixels. Donc, c'est pas forcément le produit qui permet de faire ça, mais le fait d'avoir ces fonctions en avant-première, d'avoir des choses qui n'existent pas ailleurs, c'est quand même super cool. Et je pense que c'est pour ça que ces pixels, ils trouveront un public à la fois chez les technophiles et peut-être chez d'autres personnes, parce que le prix est intéressant et parce que Google est peut-être en train de faire les bonnes choses. Eh ouais, voilà, je pense que c'est quand même pas rien, ces fonctions que tu viens d'évoquer, qui tirent parti, qui capitalisent de toute la puissance en termes d'IA, de data. C'est des services qui existent déjà sur le Google Online, on va dire, Oui, sur bien le sûr. portail. Et donc, implémenter tout ça dans le mobile, Dans un produit, ça fait beaucoup de choses. c'est très top, bien. hein, ouais, Je suis vraiment. d'accord. Bah écoute, bravo, merci. Donc les tests, c'est quand? En tout début de semaine prochaine, D'accord, sur 01net.com. sur cnet.com, oui. Parfait. On commencera par le Pixel 6 Pro. Bah, super. Un mot à ajouter, Pierre Fontaine? Super. Tu as le droit de t'exprimer sur les Google. Non, sur mais les moi, pixels. j'ai toujours été très impressionné par la façon dont ils intègrent de l'intelligence artificielle dans leurs appareils. Maintenant qu'ils le font en local en plus, dans la plupart des cas, ça devient vraiment intéressant. Et moi qui suis un utilisateur de produits Apple depuis bien avant l'iPhone, c'est vrai que ces produits-là deviennent à chaque itération de plus en plus tentants et ceux-là sont vraiment très très tentants. Ouais. Tout à fait, super. Merci beaucoup d'être venus l'un et l'autre. Plaisir. Pierre Fontaine et Merci. Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com, nos experts, contributeurs réguliers évidemment de cette émission. On va rester justement dans l'intelligence artificielle avec peut-être, vous allez voir, le pire de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Mais heureusement, ça permet aussi de réparer le pire. On voit ça avec notre spécialiste cybersécurité tout de suite. C'est Benoît Grunemwald qui est notre invité. Bonjour Benoît. Bonjour Jérôme. Comme régulièrement, expert cybersécurité chez EZ. Benoît, on te retrouve donc périodiquement pour parler d'affaires plus ou moins spectaculaires. Et là, c'est quand même assez spectaculaire. Alors c'est amusant parce que je parlais de Dubaï tout à l'heure. On va partir avec cette anecdote qui a eu lieu, une histoire qui s'est déroulée dans les Émirats Arabes Unis précisément. Je crois que ça date en fait du mois d'août, mais ça a été révélé tout récemment. Une grande banque, et Dieu sait que là-bas les banques elles sont grandes et elles sont bien fournies, a été escroquée par de la voix artificielle, par du deepfake vocal. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, le banquier avait l'habitude de discuter avec son client et celui-ci l'a un jour appelé en lui disant « Vous allez recevoir un message, j'ai un avocat qui va vous préciser où virer des fonds. Je suis en train de réaliser une acquisition. C'est top secret, bien entendu. Et donc, s'il vous plaît, réalisez cette opération. » Et pour aller plus loin que simplement l'email de phishing et d'hameçonnage, eh bien, il l'a fait appeler le banquier, sauf que celui qui parlait n'était pas le client habituel, mais bien une voix artificielle qui imitait celle du client à la perfection. Qui imitait celle du client. Alors c'est vrai que ça fait des progrès incroyables. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait de ce que ça donne. Écoutez bien un petit extrait de voilà, ce qu'on appelle un deepfake vocal ou deep voice, enfin je ne sais pas quel est le nom exact. Regardez ce que ça peut donner. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez significatif. Hi, Pedro. This is I need your immediate assistance to finalize an urgent business deal. Bon, la qualité n'est pas top, mais on sent qu'il y a quand même une fluidité. On se le refait une fois, c'est possible, Pierre ? Hi, Pedro. This is I need your immediate assistance to finalize an urgent business deal. Ouais, ça paraît un petit peu haché quand même, non? Alors, c'est aujourd'hui assez haché. Ouais. Quand on considère que la banque était aux Émirats Arabes Unis et que celui qui appelait était censé être aux États-Unis, on peut se dire qu'on Ouais. peut jouer sur Il y a la, une sur marge la qualité, d'erreur, qu'il y a de certainement une qualité. marge d'erreur. D'accord. On pourrait tout à fait faire une émission avec François en virtuel complètement, virtuel. image virtuelle et Exactement. son virtuel, et Il on lui ferait programmerait dire ses blagues à l'avance, exactement, et on lui voilà, ferait dire ça ce que serait l'on veut. super.
Et c'est la deuxième attaque qui est recensée sur ce sujet-là. Alors bien souvent, on s'aperçoit que l'utilisation de la fausse voix est toujours couplée à d'autres techniques, parce qu'il est quand même assez rare qu'une personne agisse sur un simple ordre téléphonique. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une attaque sur une filiale anglaise d'une société allemande, dont le président de la filiale anglaise a reçu un ordre de virement de la part de son président en Allemagne. Et là, encore une fois, c'était très bien fait parce qu'ils ont rajouté un accent dans la fausse voix pour que l'utilisateur soit floué le mieux possible. Ouais, c'est ce qu'on appelle les arnaques au président. Hein. Exactement. Donc là, la combinaison de l'arnaque au président et venir rajouter un élément personnel, j'ai envie de dire, permet de finaliser cette arnaque. Donc on voit qu'on est quand même arrivé à un niveau assez spectaculaire, puisque finalement c'est du texte qui a été écrit et qui est transformé de manière vocale. On voit les conséquences dramatiques, graves que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a des moyens de se protéger? Comment est-ce que les entreprises appréhendent ce problème? Est-ce qu'elles sont conscientes du risque? Et est-ce qu'elles commencent à mettre en place des sécurités? En fait, on s'aperçoit que c'est un nouveau vecteur pour notamment la fraude au président. Il existe des techniques qui sont à adopter quand on est en entreprise, mais même quand on est en tant que particulier, parce que quand on reçoit, par exemple, dans sa messagerie instantanée, aujourd'hui on peut tout à fait écrire, mais on peut également s'échanger des messages vocaux. Donc on pourrait imaginer, un scénario catastrophe, mais on pourrait imaginer que des attaquants nous envoient dans nos messageries des messages vocaux de personnes qu'on connaît. De personnes que l'on connaît. Oui, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? Je suis bloqué à l'autre bout du monde. Exactement, donc la version deepfake du message habituel. On pourrait aussi imaginer que lorsque l'on nous appelle sur notre téléphone et qu'on ne répond pas, si on a activé cette fonction, eh bien on reçoit le message vocal enregistré par messagerie électronique. Donc on pourrait tout à fait dire, je ne fais pas d'appel, j'envoie directement un message qui dit j'ai encore une fois besoin d'argent, s'il te plaît, rappelle-moi. Ouais. Donc la première chose, c'est d'être toujours très méfiant quand on reçoit des messages qui sortent de l'ordinaire. On le fait parfois avec les enfants quand on leur dit à la sortie de l'école, si quelqu'un vient te chercher et qu'il dit « je viens de la part de ton papa ou de ta maman ou de qui que ce soit », eh bien donne-moi le code secret. Donc établir un mot de passe entre utilisateurs en entreprise est important, et aussi définir ce que l'on peut faire ou ne pas faire. C'est-à-dire que si moi je suis président de mon entreprise, eh bien je vais dire à tous mes employés « je ne vous demanderai jamais de… » ceci, par exemple, virer de l'argent au-dessus d'une certaine somme ou dans un pays étranger. Établir des règles au départ. Hein. Complètement. Oui, donc ça permet de s'assurer que la personne qui vous appelle, même si elle utilise la voix ou les emails de votre président, eh bien vous ne succomberez pas à la tentation d'agir très vite et en toute discrétion. C'est bien souvent d'ailleurs le problème. Et puis ensuite, l'authentification multifacteur, où on va vérifier, s'assurer que le processus est sécurisé par une authentification multifacteur. D'autres facteurs biométriques, parce que la voix, c'est un élément biométrique, mais qui là, dans le cas présent, est compromis. Oui. Est-ce que, du coup, on peut demander, est-ce qu'il y aura demain des dispositifs permettant facilement de faire de l'authentification rétinienne par empreinte digitale? Enfin, empreinte digitale, ça existe déjà. Empreinte digitale, on se logue quasiment tous les jours avec son empreinte digitale sur le smartphone. Mais on n'utilise pas encore ça pour des échanges marchands, je crois pas. On est plutôt sur des cartes à puce. Quand on est avec sa banque, par exemple, on est plutôt sur des cartes à puce sur lesquelles on va en plus saisir un deuxième code PIN, donc ce qui rajoute de la complexité pour la fraude. Alors, mais c'est quand même un point qu'il faut prendre en compte, et les grandes plateformes de GAFAM ont travaillé sur le sujet. Certains ont mis à disposition des logiciels permettant de détecter à la fois les deepfakes et la catégorie deepfake vocale. Et d'autres combattent les deepfakes en ayant des algorithmes sur leur plateforme quand on veut poster quelque chose. Alors justement, finalement, on voit bien l'importance du mot de passe, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il a. C'était le mois de la cybersécurité, c'était la grande fiesta du mot de passe le mois dernier.
Hein. Bon, ça a été décrété, c'était décrété mois de la cybersécurité. Je ne sais pas si ça a vraiment atteint tout le monde, dans le grand public et autres, mais quel est le bilan? Est-ce qu'on peut faire un bilan un peu? Vous êtes professionnel de ce secteur. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça sert à quelque chose, ce genre d'opération? Alors ça sert parce que tout un mois au niveau européen en plus nous donne à nous la possibilité de nous exprimer vers une cible qui est plus grande que simplement une cible de professionnels. L'idée c'est de sensibiliser, faire de la prévention, etc. Hein. Complètement. Et sur le sujet des mots de passe, c'est vraiment un sujet qui reste critique. Alors moi le premier conseil c'est il n'y a plus de mots de passe en fait, il y a des phrases de passe. Ah. On pourrait tout à fait dire, par exemple, il pleut aujourd'hui à Paris, mais c'est exceptionnel. Oui. On saupoudre cela de 1 ou 2 caractères spéciaux, plus d'un chiffre. Et là, on se retrouve avec un mot de passe tout à fait robuste, long. On recommande généralement une quinzaine de caractères. Et ce mot de passe-là va être extrêmement complexe à deviner pour un attaquant. C'est la longueur qui est importante aussi. La longueur est très très importante dans le mot de passe, voilà. Effectivement. Une quinzaine de caractères. Mais bon, il faut pas les oublier non plus, ces caractères spéciaux qu'on rajoute. Hein. Alors généralement, quand on écrit, alors ça fait quelques années que moi j'utilise des phrases de passe, et c'est vraiment extrêmement rare pour pas dire, je n'ai jamais oublié une phrase de passe. Surtout que si on utilise un gestionnaire de mots de passe, lui va se charger des mots de passe, les courants ou pas. Et en fait, nous, on va retenir généralement 3 ou 4 phrases. Et ces 3 ou 4 phrases, on va s'en servir pour déverrouiller son ordinateur, pour accéder à son compte de messagerie et à son gestionnaire de mots de passe. Et au final, ces 3 mots de passe-là, phrases de passe-là, on va les utiliser tellement souvent qu'on ne pourra pas les oublier. Parce qu'aujourd'hui, sinon, on serait censé retenir combien de mots de passe pour notre vie quotidienne? J'ai estimé qu'un cyber-citoyen classique, sans faire de folie, a à peu près une 50aine de mots de passe. C'est tout? J'aurais dit plus que ça, non? Alors ça, c'est le citoyen classique, hein, c'est-à-dire celui qui ne va pas dupliquer ses comptes sur les réseaux sociaux, qui va avoir une adresse de messagerie, mais qui n'a peut-être pas 45 000 comptes à droite à gauche. Exactement, mais je pense qu'une personne qui regarde l'émission aujourd'hui va être à bien plus que cela. Alors moi, je tourne aux alentours de 600. 600, 600, mais... ben voilà, moi je suis un peu comme ça aussi. Voilà, mais par contre, chaque caméra connectée chez moi ou chaque objet connecté qui nécessite un mot de passe a un mot de passe différent, unique et fort. Absolument. Que je ne connais pas. Qui est stocké dans le gestionnaire de mot de passe. Qui est géré par le gestionnaire de mot de passe, le futur du mot de passe, on a déjà eu cette discussion, mais elle est d'une part passionnante, deuxièmement tellement importante. Le futur du mot de passe, on voit que les GAFAM dont vous parliez tout à l'heure essayent d'aller vers, malgré tout, une disparition du mot de passe, avec d'autres procédés d'identification. Oui, alors c'est... à mon sens, à la fois une bonne idée pour simplifier l'accès aux ressources de manière sécurisée. C'est en même temps, alors ils ne le font pas sans analyser et sans apporter des technologies innovantes, mais c'est aussi un peu oublier la première partie qui est l'identification. Donc l'identification, c'est bonjour, je suis Benoît Grunewald, et l'authentification, c'est ma carte d'identité qui prouve bien qui je suis. Et donc, si on passe la phase d'identification, eh bien, on va se retrouver qu'avec une phase d'authentification. Il faut vraiment que ce maillon-là soit extrêmement fort pour pouvoir se passer de la première phase. D'accord. Okay. Donc, on y va, mais forcément, il faut y aller avec prudence. Et puis, c'est plus contraignant. Alors c'est moins contraignant. Non, c'est moins contraignant, il n'y a plus qu'une seule étape. Oui. Alors après, on a l'authentification multifacteur. Et l'authentification multifacteur a ceci d'intéressant que si je dis je suis Benoît Grunewald, mais qu'on me demande OK, prouve-le et que je donne ma carte d'identité, on a atteint un niveau de sécurité qui est très très convenable. Et surtout, il faut se souvenir que ceci n'est demandé que très rarement. C'est-à-dire que si j'ai la volonté de me connecter tous les jours sur mon ordinateur, par exemple à mon compte de messagerie, eh bien l'ordinateur et le navigateur sera reconnu. Je ne vais pas re-rentrer mon login, je ne vais pas re-rentrer mon mot de passe et encore moins l'authentification forte, double facteur. Par contre, si quelqu'un à l'autre bout de la planète ou même à côté de chez moi veut se connecter à mon compte, eh bien dans ce cas-là, on lui demandera l'authentification multifacteur. Ce qui d'ailleurs quand même n'est pas sans poser certains problèmes quand on voyage, parce que alors, dès qu'on n'est plus dans son pays,
on a l'impression d'être un étranger en allumant son ordinateur. Complètement. Hein, on retombe dans il y a des demandes d'authentification permanentes, il faut tout recommencer à zéro. Lié à la GeoIP notamment, Voilà, ou même ouais. quand on utilise un VPN et que ce VPN va vous sortir du territoire Ouais, c'est vrai. habituel. Mais VPN, grande question. Il faut utiliser un VPN? C'est pas le sujet du C'est jour, pas mais le sujet du jour, la mais- réponse est oui quand on est professionnel. Et puis après, de manière récréative, si on veut aller voir des contenus qui ne sont pas autorisés dans nos pays, la seule Ouais. solution, c'est le VPN. Mais là, on n'est plus sur Et une pour question de protéger sécurité. sa connexion quand on se connecte à des points d'accès gratuits. Alors, des la choses comme réponse ça. est oui. La réponse est Si oui. vous êtes dans le train, par exemple, les vacances approchent, vous allez prendre le train, vous allez prendre l'avion, vous serez dans différents endroits publics. Des fois, il y a des points d'accès qui ne sont pas les vrais points d'accès. Ouais. Méfiez-vous, si vous voyez Wi-Fi gratuit, ce n'est pas forcément celui de la gare. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur ce point d'accès-là, évidemment, il faut utiliser le VPN qui va sécuriser, qui va chiffrer Ouais. nos communications vers le point final. Mais le VPN, c'est un service payant. Il existe des services gratuits, il existe des services payants. C'est à chacun de choisir le contrat qu'il va avoir avec l'entreprise qui va lui fournir le service. Est-ce que c'est gratuit? Dans ce cas-là, il y a une contrepartie. Laquelle? Et si c'est payant, on sait quelle est la contrepartie. Bah, au moins, c'est plus clair. Mais ça coûte plus cher. Voilà. Bon, bah, écoutez, super. On a fait bien le tour du problème de manière très large. Merci beaucoup. Merci pour ces explications, Benoît Grunemwald. DZ, on vous retrouve très bientôt, puisque vous avez votre rond de serviette dans 01 Hebdo. Avec plaisir, c'est toujours un grand plaisir. Et on sera ravis parce que vraiment la cybersécu, c'est un puits sans fond. On a l'impression que toutes les semaines, il y a des nouveaux sujets. On ne peut pas évoluer vers une transformation numérique sans adjoindre la sécurité en parallèle, Bien sûr. voire même avant si possible. Bien sûr. Merci beaucoup, Benoît. Merci. On va poursuivre ce 01 Hebdo avec, je vous l'annonçais dans le sommaire, notre séquence Tech Care, c'est-à-dire donc une application, une innovation française positive, à impact. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème qui vous concerne. J'en suis sûr, quand vous faites vos courses, vous êtes comme moi, vous en avez ras-le-bol des petits tickets imprimés sur papier qu'on vous donne. Eh bien, il y a des solutions pour éviter ça. Et on en parle tout de suite avec notre invité. Et oui, il est possible d'éviter les petits tickets papier grâce à une application qui s'appelle Believe. Ça s'écrit B-I-2-L-I-V et je suis ravi de recevoir son cofondateur Ruben Kaloun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de 01 Hebdo. Alors, Believe, ça fait penser évidemment à Bill, Oui. la facture en anglais. Oui. Donc, il y a un petit jeu de mots. Expliquez-nous un petit peu exactement ce que vous proposez aux utilisateurs. Bien sûr, déjà merci de me recevoir sur votre plateau. Donc Believe, c'est une solution qui permet de dématérialiser les tickets de caisse, ce de manière éco-responsable. En réalité, notre vision, c'est vraiment de faire de chaque utilisateur un acteur pour l'environnement, en lui permettant de récupérer son ticket de caisse instantanément après le paiement, sans téléchargement d'application, sans inscription préalable, sans aucune demande d'email ou quoi. C'est vraiment instantané. Sans téléchargement d'application? Non. Ah bon, alors comment ça se passe? Je vais faire mes courses, je vais acheter, tiens, derrière vous sont des images dans une cave à Oui, vin. pourquoi exactement. pas. Exactement. Donc j'achète du vin à consommer avec modération bien entendu. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et donc, nous, au préalable, on s'intègre justement avec le logiciel de caisse. Et donc, avec l'accord du magasin, on place un QR code donc, qui est éco-conçu, plastifié à la pulpe de bois. Donc, c'est en ce moment justement à R&D. Et donc, la personne fait ses courses comme d'habitude, paye comme d'habitude. Et à la fin du cycle donc, de paiement, de la même manière qu'elle tend sa main pour prendre son ticket en papier, eh bien là, elle tend son téléphone pour récupérer son ticket de caisse sur son téléphone, avec le scan d'un QR code. Donc elle scanne le QR code. Exactement. Et les infos vont où alors? Ben, les infos vont directement en fait, sur le téléphone, sur le navigateur du téléphone. Et je peux retrouver un historique de tout ça? Oui, oui. Donc il faut que je sois logué d'une manière ou d'une autre? Non. C'est Non justement la magie de la tech de Expliquez-moi, Believe. il y a un truc qui m'échappe là. En réalité, on arrive justement à avoir accès à l'historique des tickets de la personne, notamment en utilisant ce qu'on appelle dans le téléphone le local storage. Et donc, on arrive sans login, sans rien du tout, à récupérer l'historique et à le montrer justement aux personnes. Mais si je change de téléphone, je perds tous mes tickets. Alors, justement, on propose aussi de se connecter.
donc d'avoir un compte. Donc là, c'est un compte classique. Et là, vous pouvez retrouver vos tickets sur votre ordinateur, sur un autre téléphone, sur une tablette, etc. Parce que ça peut être utile, pas pour tout, hein, mais pas Bien pour sûr. l'épicerie au quotidien, mais pour certains achats, ça peut être utile de savoir, tiens, ce truc-là, je l'ai acheté quand? L'aspirateur, il est encore garanti, je ne me souviens plus, etc. Exactement. Les tickets de caisse aujourd'hui sont extrêmement importants. Il y a beaucoup de personnes, on a relevé que beaucoup de personnes justement vérifiaient après avoir acheté quelque chose leur ticket de caisse pour voir s'ils avaient justement si le magasin avait oublié. Oui, s'il n'y a pas eu d'erreur. Exactement, s'il n'y a pas eu d'erreur ou quoi. Donc nous, on est là justement de proposer cette solution qui est simple, qui est rapide, éco-responsable, de récupération de tickets de caisse dématérialisés. Alors l'aspect éco-responsable, on voit bien que vous l'avez énormément soigné, on va en parler dans un instant. Juste avant, une précision, c'est quel ticket qu'on récupère? C'est pas la facturette de carte bancaire, c'est le ticket avec l'intitulé du... C'est le ticket de caisse, c'est le ticket de caisse avec les détails donc, des achats. Le ticket de carte bancaire, lui, est géré par le TPE. Et donc le TPE, en fait, c'est un peu comme quand on va dans une boulangerie, par exemple, où il n'y a pas de système de caisse, il n'y a qu'un seul TPE. Donc la personne peut mettre en réalité le montant qu'elle veut et ça nous sort un ticket de carte bancaire. Mais ça, justement, avec la loi anti-gaspillage donc de 2023, ce sera interdit d'imprimer systématiquement les tickets de caisse. D'accord. Et les tickets, les coupons, etc. Donc il y a plusieurs, c'est une dérogative qui a été mise en place en 2020 et qui va être appliquée en 2023, qui est progressivement mise en place. En 2023, il n'y aura plus le ticket systématique qui sortira. Exactement. Ce sera au choix du client, en fait, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, le cas d'usage, c'est qu'on passe en caisse, on imprime le ticket, ensuite la caissière ou le caissier nous demande est-ce que vous voulez votre ticket? Bien demain, à partir du 1er janvier 2023, la personne demandera d'abord est-ce que vous voulez votre ticket? Si oui, on l'imprime, sinon on ne l'imprime pas. Alors évidemment, j'imagine qu'il faut que le commerçant soit partenaire et accepte et joue le jeu et affiche ce petit QR code. Oui, exactement. En réalité, nous, une fois qu'on est intégré avec le logiciel de caisse, il suffit d'avoir l'accord du commerçant pour placer le QR code, donc qui peut être personnalisé aux couleurs de l'enseigne, et à ce moment-là, proposer une alternative à ses clients, notamment de récupérer leur ticket de caisse. Et quelle contrepartie, ou en tout cas quelle contrainte pour le commerçant? Aucune. La spécificité de notre solution, c'est justement le fait qu'on n'interfère pas avec la caisse. Donc c'est une intégration qui est très légère. Mais c'est connecté? Oui, c'est connecté. Ouais, bien sûr. Et si par exemple une personne âgée veut quand même son ticket en papier, nous on n'interfère pas avec la caisse. On permet justement à cette personne âgée de récupérer son ticket en papier. En fait, on a une solution alternative pour les personnes justement qui veulent récupérer leur ticket de caisse dématérialisé. Alors il y a un truc qui est pas mal dans votre application, je trouve, c'est que effectivement ça peut être anonyme parce que recevoir son ticket par mail, ça existe déjà. Bien sûr. Il y a de grandes enseignes, notamment dans la tech, qui font ça. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un fichier derrière et on n'a pas forcément envie de donner son adresse mail à tous les commerçants dans lesquels on fait des achats. Oui, c'est ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, donner son email en caisse, ça prend du temps. Le cycle de vente devient plus long. Oui. Pour les grands groupes de distribution, c'est un argument qui est extrêmement important. Le fait que le passage en caisse soit rapide et scanner un QR code, c'est beaucoup plus rapide que justement donner son email et épeler justement son nom de famille ou donner son numéro de téléphone, qui est une information personnelle dont beaucoup de personnes ne veulent pas donner. Donc le fait de scanner un QR code sans donner de données personnelles, ça justement enlève le... Oui, c'est plus respectueux Exactement. de la vie privée. Alors, l'aspect maintenant environnement et développement durable, c'est que est-ce qu'on est sûr vraiment que cette manière de récupérer les tickets est plus écologique que les tickets papier? Alors, c'est une très bonne question. Notre première Parce dépense... que le numérique a aussi son poids environnemental, on le sait. Oui, totalement. Donc, on a été lauréat justement de la bourse BPI Innovation. Et donc, une des premières dépenses qu'on a faites, c'était justement d'être suivi par une société de conseil RSE pour avoir une feuille de route RSE. Et donc, on a eu 4 piliers, dont justement la tech et comment être beaucoup plus éco-responsable au niveau de la tech. Alors, nous, on utilise des technologies comme une technologie qui s'appelle serverless, qui permet d'utiliser le serveur uniquement lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, en fait, le serveur ne tourne pas pour nous. D'accord. Donc, on tape en fait le serveur uniquement lorsqu'on en a besoin. Ouais, vous le réveillez juste quand c'est nécessaire. Exactement, juste quand on a des requêtes. On est aussi compliant sur les normes du Green IT. Donc, les normes du Green IT, c'est pour que le code soit plus léger. C'est-à-dire que même au niveau du stockage du code et au niveau de comment le code est processé, on arrive justement à être beaucoup plus rapide et beaucoup plus éco-responsable. Et enfin, on est hébergé dans un data center qui utilise 68% de ses énergies renouvelables.
Donc on essaye vraiment d'être transparent et d'être éco-responsable sur toute la ligne, donc pas que sur le papier si je puis dire. Mais, Non, le papier c'est votre ennemi, on a bien compris. Voilà. Ouais. Et donc voilà, c'est tant dans la transparence des équipes que dans justement le développement technique, le déploiement commercial, etc. Alors vous êtes une start-up, vous êtes basé où? On est basé donc à Paris, on Oui. est incubé à Station F et à La D'accord. Ruche. Et voilà, on travaille là. Et où en est le développement de Believe? Il y a combien de commerces aujourd'hui qui l'adoptent? Alors aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes, donc 3 cofondateurs et 2 stagiaires. Au niveau du déploiement commercial, on a commencé en fait à faire réellement du commercial la 2e semaine de septembre. On est déjà Oui, c'est tout jeune. plus d'une dizaine d'enseignes partenaires D'accord. et on est en discussion avec de gros groupes de distribution. Donc on est assez content parce que ça avance vite Pas mal. et ça touche tout le monde le ticket. Oui, bien sûr. Vous avez des concurrents aux États-Unis, enfin ou dans les autres pays? On a bien sûr, on a évalué la concurrence, Ouais. donc même en France et dans d'autres pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas justement la même approche. Il y a par exemple, comme on l'a cité, la solution par email. Bon, pour plusieurs raisons, l'email c'est pas bon, ne serait-ce que l'empreinte carbone d'un email est plus grande qu'un ticket en papier imprimé. Généralement, les gens ne veulent pas donner leur email, etc. Ensuite, il y a certaines solutions aussi, notamment de récupérer le ticket sur l'application bancaire. Ça, effectivement, ça pose quelques problèmes, notamment sur la durée, sur le délai d'avoir son ticket de caisse. Par exemple, moi, dans ma banque traditionnelle, j'ai ma transaction 4 jours après. Oui. Donc, c'est pas instantané. Ah, ça, on sait que les applis de banque traditionnelles, Voilà. c'est pas ça. hein. C'est pas instantané. Ouais. Et surtout, ça nécessite que les personnes payent par carte. Et il y a énormément de personnes qui payent en espèces ou en ticket resto, ne Ouais. serait-ce que pour les notes de frais. Enfin voilà, Bien sûr. on a Puis vraiment... on a parfois plusieurs cartes, donc plusieurs applis. Exactement. Surtout avec la démocratisation des néobanques aujourd'hui, Tout à fait. on a une carte en 3 jours. Et donc souvent les personnes ont justement plusieurs comptes en banque. Nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir une application ou un endroit où avoir tous ses tickets de caisse, avoir son analyse des dépenses, avoir ses offres promotionnelles, etc. Et ce, de manière éco-responsable. Voilà, pas d'appli, pas de serveur ou très peu, pas besoin de donner son adresse email. Chapeau, écoutez, super. Believe, merci beaucoup, Ruben Kaloun, Merci. cofondateur de Believe. Merci d'être venu nous présenter cette application sur le plateau de 01 Hebdo. Voilà, écoutez, on a fait le tour de l'actu de la semaine, de l'actu sous toutes ses formes, à la fois immédiate et magazine, comme on dit, avec nos invités, qu'on était ravis de recevoir. Moi, j'étais un peu triste, puisque François Sorel n'était pas là aujourd'hui. Vous savez que moi sans lui ou lui sans moi, c'est plus pareil. Mais il reviendra la semaine prochaine. Vous aussi, j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 01 Hebdo. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Donc, salut à tous.